383, prise d'assaut forcée. Au milieu du bruit de la chute et du glissement du monocle, le garde pencha la tête, la surprise et la confusion traversant son visage. Sa réaction a été plutôt bizarre. Il n'a pas réagi avec colère ni appelé à du renfort. C'était comme s'il considérait ce qui venait de se passer comme faisant partie d'un spectacle rempli de mystères. Lumian est passé avec un sourire, montant les escaliers sans un second regard. L'expression du garde a vacillé, mais il a finalement renoncé à intervenir. Toujours rempli de perplexité et de réflexion, ses yeux se tournèrent et un étrange sourire d'anticipation joua sur ses lèvres, comme s'il s'attendait à quelque chose de passionnant. Alors que Lumian atteignait le 2e étage, les 2 gardes portant des monocles le regardaient simplement passer sans entrave. Ils arboraient des sourires énigmatiques et impatients similaires. Pas de billondé à basse séquence? Marmonna Lumian, déçu. Il s'était préparé à une confrontation, quelque chose à présenter au Hallenbar de l'autre côté de la rue. Mais, à sa grande surprise, les autres faux Hamon présents dans la salle de bal unique n'étaient que des gens ordinaires. Aucun d'entre eux ne semblait enclin à s'engager avec lui. Cela avait du sens, cependant. Hamon n'était pas comme Monsieur Fou ou la Grande-Mère, capable d'accorder des bienfaits à grande échelle aux croyants. Quant aux billondés de séquences basses et moyennes, ils avaient probablement été traités. Dans la lutte angélique indétectable, ils auraient pu être éliminés. Les individus restants n'avaient probablement aucune idée que la salle de danse était devenue inhabituelle et nombre de leurs collègues avaient disparu sans laisser de traces. Ils pensaient probablement que Lumian était sur le point de les rejoindre ou de devenir fou à cause d'une sorte de farce. Sans aucun imposteur Hamon à affronter, Lumian n'avait d'autre choix que d'improviser et de mettre en œuvre la situation lui-même. Il a sorti son revolver de son étui et a tiré nonchalamment sur les pièces des 2 côtés du couloir. Chaque balle a touché une fenêtre avec précision, le verre brisé résonnant dans le hall, accompagné de coups de feu. Les gardes du 2e étage étaient à la fois surpris et perplexes face aux actions de Lumian. Ils soupçonnaient qu'il avait été trompé à plusieurs reprises par un collègue, ce qui l'avait conduit à une dépression nerveuse. Sinon, pourquoi prendrait-il en charge l'air et les fenêtres? Instinctivement, les gardes ont levé la main droite pour ajuster leur monocle devant leurs yeux. Leurs expressions devenaient de plus en plus impatientes, comme s'ils anticipaient le point culminant de ce thriller. Aller affronter l'iceberg sous la mer et la peur qui se cache dans l'obscurité. Après avoir tiré 4 coups de feu, Lumian atteignit le plus grand bureau. Il poussa la porte légèrement entr'ouverte et trouva un homme assis derrière un énorme bureau en bois. L'homme avait un front large et des joues étroites. Ses cheveux sombres légèrement bouclés encadraient son visage et ses yeux bleus clairs semblaient flous. Il portait également un monocle en forme de cristal sur son œil droit et portait une robe noire ample et confortable. « Timon ?» demanda Lumian en entrant avec un sourcil plissé. L'homme sortit de sa stupeur et a répondu avec un sentiment de déception, comme s'il avait perdu quelque chose de précieux. « Je m'appelle Timon. »« Tu n'es pas encore mort ?» demanda Lumian, à la fois surpris et amusé. Autant qu'il le sache, les autres membres de la salle de bal unique étaient dans un état d'être Hamon et non Hamon. Pourtant, Timon, le patron ici, a dû être profondément parasité. Une telle personne aurait dû périr dans la bataille au niveau angélique, perdant la vie. Mais ce n'était pas le cas. Timon jeta un coup d'œil à Lumian, entretenant la frustration et le vide de quelqu'un qui avait perdu son âme. Beaucoup de gens souhaitent ma mort, mais ils ne semblent pas avoir le pouvoir de me maudire. Peut-être que je suis déjà mort. Il ne reste plus qu'une coquille. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous restituiez les 110 000 verles d'or de mon client, ainsi que les intérêts, a déclaré Lumian en sortant le contrat de son sac avec sa main gauche, gracieuseté du commerçant en faillite, Fitz. Il s'attendait au rejet de sa demande par Timon et à une confrontation qui s'ensuivrait. Timon se débarrassa de son découragement, leva une main sur son front et sourit. Il y a de l'argent et accessoires dans le coffre-fort. Aidez-vous. Le mot de passe est 010103. Je pensais que tu te battrais. Lumian soupira de déception. Timon regarda le revolver dans la main de Lumian et remarqua. Je ne suis qu'un escroc, pas un avare. Je peux encore escroquer les autres quand je n'ai plus d'argent. Mais si je suis mort, il ne reste plus rien. En plus, j'ai déjà perdu la chose la plus importante aujourd'hui. Comparé à cela, 110 000 verles d'or, ce n'est rien. Comment ça? Vous pouvez escroquer les autres si vous n'avez plus d'argent. N'avez-vous jamais envisagé de devenir riche par des moyens légaux? Lumian pinça les lèvres et se dirigea vers le coffre-fort mécanique du bureau. 3, 2, 1. Alors qu'il s'approchait du coffre-fort, il comptait à rebours, s'attendant à ce que Timon lance une attaque surprise par derrière. Pourtant, le propriétaire de la salle de bal unique restait immobile. Il n'a pas appelé à l'aide ni tenté d'appeler la police. Lumian s'accroupit devant le coffre-fort mécanique gris-fer. Utilisant le mot passe fourni par Timon, il tourna le bouton à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il entende un clic satisfaisant. Il jeta un coup d'œil aux billets et aux lingots d'or qui dépassaient clairement les 100 000 verles d'or, ouvrit son cartable et les récupéra tous. Une fois cette tâche terminée, Lumian leva son revolver, brisa la fenêtre du bureau et sortit. Les lèvres de Timon se sont retroussées en un sourire enjoué, partagé par toutes les personnes présentes. Cependant, à ce moment-là,
Lumian s'est retourné de manière inattendue et a appuyé sur la gâchette. Bang! Une balle jaune a effleuré les cheveux de Timon et s'est enfoncée dans une armoire à proximité. Le corps de Timon portant le monocle se tendit et son sourire disparut. Ses yeux étaient remplis de perplexité. Il a même senti une odeur de quelque chose qui brûlait au-dessus de sa tête. Lumian sourit et agita la main. Surpris. Sur ce, il sauta du rebord de la fenêtre et atterrit dans l'allée derrière la salle de bal unique. L'expression de Timon a progressivement changé, maintenant marquée par la confusion et la perplexité. À l'intérieur de la salle de bal unique, les danseurs monocles sur l'œil droit et costumes courts vaquaient à leurs occupations, attendant avec impatience la descente de l'intrus, l'imaginant enfiler un monocle et rejoindre officiellement leur rang. Cependant, au milieu des coups de feu intermittents, ils n'ont pas pu assister au spectacle auquel ils s'attendaient. Près de la place du Purgatoire, rue ancienne, se trouvait un clocher appartenant à la cathédrale du Soleil éternel de Flamboyant. À côté du clocher se trouvait un bâtiment nouvellement construit de 10 étages. Franca, déguisé en mercenaire typique, s'est positionné au bord du toit avec un télescope en laiton, le regard fixé sur l'Alhambra au loin. Au milieu des échos lointains des coups de feu, Léa, la barman vêtue d'une chemise blanche, d'un nœud papillon noir et d'une robe sombre jusqu'aux genoux, a émergé à l'entrée du bar, les yeux dirigés vers la salle de bal unique, située en diagonale en face d'elle. Peu de temps après, Franca a observé des rats gris émergeant à côté des pieds de Léa. Ces rats traversèrent la rue et disparurent à côté de l'ancien bâtiment. Après encore 2 à 3 minutes, un homme et une femme sont sortis du Halon Bar, se frayant un chemin à travers les gardes et entrant dans la salle de bal unique. Franca a scruté les 2 hommes à travers son télescope et a remarqué que leurs expressions semblaient animées et leurs mouvements agiles lorsqu'ils interagissaient avec les gardes. Cependant, à mesure qu'ils traversaient la rue et passaient devant les gardes, leurs expressions devenaient plus raides et leurs mouvements devenaient quelque peu robotiques. Des marionnettes? Franca a spéculé. Quant à savoir où se trouvait la marionnette qui a créé et contrôlé ces marionnettes, elle ne pouvait pas du tout la discerner. La seule chose qu'elle pouvait en déduire était que la portée effective de cette capacité s'étendait sur des dizaines de mètres, voire plus. En même temps, elle ne pouvait s'empêcher de se plaindre. Quand il y a des gens, ils apparaissent comme de vraies personnes. Mais quand il n'y a personne autour, le marionnettiste ne peut pas se donner la peine de conserver ses expressions faciales et les détails de son personnage? N'est-ce pas trop peu professionnel? Ou peut-être s'agit-il d'une tactique visant à intimider les spectateurs occasionnels et les passants qui aperçoivent? Franca a maintenu sa vigilance jusqu'à ce que Lumian ait retrouvé sa forme originale, changé de tenue vestimentaire et terminé ses mesures anti-pistage. Même alors, elle n'a pas pu repérer le marionnettiste lorsqu'il l'a rencontré. À part Léa, tout le monde ressemblait à des marionnettes. Franca a fait part de sa frustration à Lumian. Ce niveau de prudence et de minutie n'est-il pas excessif? Je n'ai rien trouvé de concluant. Tout ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a bien un marionnettiste ici, et il est fort probable qu'il y en ait plusieurs. Le simple fait d'entendre son récit donnait mal à la tête à Lumian, un peu comme lorsqu'il s'agissait d'Amon. Se pourrait-il qu'ils soient devenus voisins, parce qu'ils excellaient à cacher leur véritable forme et étaient exceptionnellement insaisissables et difficiles à découvrir? N'y a-t-il aucun moyen d'utiliser la divination par miroir magique pour recueillir des indices? Lumian réfléchit brièvement avant de s'enquérir. Franca secoua doucement la tête en réponse. C'est la voix des voyants. À moins que je puisse posséder directement l'une des marionnettes, je ne pourrais pas localiser leur vrai corps. Lumian se tut alors qu'il regardait la salle de bal unique désormais tranquille. Rentrons en arrière. Lors de la prochaine réunion, nous rassemblerons des informations auprès de Je connais quelqu'un, Hisoka et Bar. Ils ne devraient pas être aussi insaisissables que Loki. Nous pouvons toujours faire semblant d'être dupés et voir si nous pouvons les faire ressortir. Le moment venu, Hiddenblad ne pouvait pas avancer. Moldu devrait s'en occuper elle-même. Franca avait déjà acheté une copie des informations de Loki et faisait partie des suspects potentiels. D'accord, approuva Franca, réalisant que c'était leur meilleure ligne de conduite. Ils quittèrent rapidement l'appartement et prirent une voiture de location à 4 roues et 4 places. Alors que la calèche atteignait l'intersection entre le quartier de l'Observatoire et le quartier de la cathédrale commémorative, Franca se tourna vers Lumian. N'allez-vous pas effectuer une autre procédure anti-pistage? Se fier à vos compétences anti-divination ne serait-il pas suffisant? Lumian répondit avec un sourire. D'ailleurs, après avoir quitté la salle de bal unique, j'ai déjà pris plusieurs mesures anti-pistage. Franca le regarda pendant quelques secondes avant de pousser un soupir résigné. Très bien. Avenue du Marché, quartier du Marché. Lumian, portant un cartable rempli de billets de banque et d'or, fit ses adieux à Franca et se dirigea vers la rue Anarchie. Franca, quant à elle, retourna rue des Blouses Blanches. La rue Anarchie était toujours aussi animée et bondée. Lumian se fraya un chemin parmi les vendeurs et les piétons, se rapprochant de l'auberge du Coq Doré. Soudain, il éprouva une sensation troublante. Son corps semblait perdre sa coordination, comme si quelqu'un lui avait injecté de la colle dans les articulations.